Je vais vous présenter un petit peu l'association, ce qui s'est passé. Donc, il y a une vingtaine d'années, nous étions une douzaine de passionnés qui décidaient de créer l'association des pêcheurs de la vallée de la Liane. J'aurais une pensée particulière pour Michel Zaff, malheureusement décédé il y a peu de temps. C'est lui qui nous a permis de partir du bon pied, en nous offrant une somme de 2000 francs, qui, à l'époque, était suffisant pour le bon déroulement de l'association. Ensuite, l'évolution a été très rapide. Chaque année, les ventes de cartes ont augmenté pour comptabiliser à ce jour plus de 200 adhérents. Samé se niche entre la Cuesta du Boulonnais et la Liane. La Liane et ses nombreux pêcheurs. Notre territoire compte 3 sociétés de pêche avec plus de 600 adhérents. La Dévroise, 263 adhérents, la PLB, 156 adhérents et la PVL, 198 adhérents. La pêche de rivière est un loisir en plein essor. On le pratique de 7 à 107 ans et toujours dans une très grande convivialité. Cela mériterait peut-être la création de la maison des pêcheurs dans notre belle commune. L'idée est lancée. Bonne Assemblée générale. Je voudrais excuser le président du Conseil général, ainsi que M. Loquier, président de la commission environnement. Je rappellerai que le Conseil général, M. le président, si l'aide ne correspond peut-être pas à votre demande, participe quand même au niveau de la formation et au niveau de la communication à votre association. Et bien sûr, je remercierai chaleureusement Philippe Lambert pour son investissement, lui et son équipe, depuis de nombreuses années sur notre territoire. Le rapport moral vient après une présentation complète et fournie, vous l'avez compris, depuis notre dernière assemblée générale, celle où vous avez été particulièrement frigorifiés. Mais comme vous le savez, la Fédération a maintenu un rythme de fonctionnement soutenu, je dirais même très soutenu. Les circonstances et surtout notre implication dans l'accomplissement de nos missions institutionnelles ne nous laissent pas beaucoup de répit. Nous sommes sans cesse mobilisés afin de faire face aux nombreuses sollicitations, mais aussi pour donner du sens à notre mission, celle de promouvoir la pêche associative dans toutes ses composantes. La pêche dans le Pas-de-Calais, vous le savez, ce sont 90 APPMA, avec chacune leur particularité, leur mode de fonctionnement, de la petite avec une dizaine de pêcheurs à la très grande, où il y a 3000 pêcheurs, j'ai le président devant moi. Il y a celles qui fonctionnent en APPMA ouverte, d'autres qui fonctionnent en APPMA exclusive, d'autres associations qui ont des baux importants, d'autres qui ont des baux sur le domaine public, enfin une multitude. Il y en a même qui gèrent aussi des plans d'eau à vocation touristique. Néanmoins, la fédération est là pour tout le monde. Mais la réciproque, malheureusement, n'est pas toujours vérifiée. Et évidemment, ce sont les associations les moins impliquées qui se considèrent souvent délaissées. Je vous rassure, elles ne sont pas forcément ici. Les loisirs pêche dans le Pas-de-Calais, ce sont de multiples activités dans de nombreux plans d'eau, souvent considérés par défaut en eau close et donc avec différentes pratiques de la pêche non soumises à la CPM, qu'on a évoqué tout à l'heure, exemptées presque du principe pollueur-payeur, pas de plan de gestion non plus, non soumises à la gestion des milieux aquatiques, donc non soumises à la réglementation qui s'impose à nous, collectivités, piscicoles, associations agréées. La pêche associative agréée donc, vous préoccupe néanmoins un soutien technique, administratif, l'allocation d'eau de pêche, une assurance, l'alvinage dans les masses d'eau perturbées de la garderie, la coordination d'action dans les différents syndicats de mise en œuvre des stages, la revendication de l'application du L435.5 du Code de l'environnement, une représentation de la pêche dans différentes instances départementales et régionales et à l'échelle du bassin, même si j'entends cette question récurrente, mais qu'est-ce qu'ils font de notre argent? Ce que l'on fait, vous l'avez vu précédemment, ce que l'on ne veut plus faire, c'est investir votre argent sans garantie de résultat. Pour la régulation du cormoran, deuxième chanson la plus diffusée sur Canal Pêche, vous devez absolument comprendre qu'elle est soumise au comptage des oiseaux,
à la dynamique des populations de ces derniers, à la pression sur les espèces aquatiques et à la vulnérabilité de celles-ci. Vous devez intégrer qu'il s'agit d'une espèce protégée que l'on ne régule pas sans règles. Alors c'est très compliqué, M. Catelin pourrait confirmer. Et j'ai une anecdote à dire, à vous témoigner, notamment lorsque j'ai participé à l'Assemblée Générale de la Fédération de chasse, M. Barchier. Il y a un de vos adhérents qui disait, mais regardez, nous, on détruit le renard et en corrélation, on a plus de lièvres. Ce que j'ai effectivement constaté à travers un graphique. Sauf que l'exercice, c'est pas tout à fait le même. Nous, on régule une espèce protégée. Et vous, vous régulez une espèce classée nuisible. Donc j'essayais de faire comprendre à notre ami chasseur et pêcheur qu'on n'était pas dans le même exercice, que c'était particulièrement compliqué. Je vais revenir enfin sur quelques dossiers marquants de cette année et vous faire part de quelques réflexions importantes que nous avons eues en conseil d'administration. J'évoquerai la modernisation de notre mouvement associatif, le développement de notre loisir et notre légitimation pour une meilleure représentation et visibilité externe. Sur la modernisation de nos APPMA, il me faut quand même revenir sur la réciprocité qui a bien fonctionné pendant les 3 années que nous vous proposions lors de la première charte. Nombreux ce sont ceux qui attendaient une faillite du système, d'autant que nous avions décidé de ne pas augmenter la cotisation statutaire pendant la même période. La modernisation, vous savez, elle passe également par un meilleur accès à la carte de pêche, ainsi qu'au linéaire de pêche, donc par un développement de la vente de cartes par Internet et une meilleure identification de nos accès au parcours, ainsi que la publication du guide pêche. Pour aller plus loin que la campagne de dotation d'ordinateurs, je vous rappelle quand même qu'on a eu beaucoup de difficultés à fournir, je dirais presque à fourguer les 30 ordinateurs qu'on avait proposés dans un premier temps. Et pour aller plus loin, on a décidé qu'on communiquerait uniquement les comptes rendus des conseils d'administration via la personne référence, dite adresse électronique. C'est-à-dire qu'à partir de l'adresse mail que vous nous aurez fournie, on vous enverra les comptes rendus des conseils d'administration. Et je dois également vous réitérer mon invitation à solliciter une formation vente de cartes par Internet pour vous et également pour vos dépositaires. Nous avons également sur le bassin la chance d'avoir une politique de l'eau intégrée avec des instances de décision et un financement solide et important. Je remercie encore donc l'Agence de l'eau Artois-Picardie et tout particulièrement son directeur général Olivier Thibault, présent et forcément on est particulièrement honoré de recevoir son directeur général. L'agence reconnaît que le réseau associatif constitue assurément un partenaire précieux qui mérite bien sûr d'être soutenu en ce qu'il œuvre pour l'intérêt général des écosystèmes. Et j'insiste bien sûr sur cet aspect car les associations doivent désormais se saisir du message de cette mission. Les APPMA doivent comprendre et communiquer sur l'intérêt de travailler sur l'amélioration des milieux et non uniquement sur les rempoissements, même si elles subissent parfois l'ensemble des perturbations sur un sous-bassin versant. Et que j'admets qu'il faut à certains endroits assurer la présence de populations de poissons pour maintenir le loisir. Mais cela, les associations, elles le gèrent et elles le font très bien. Je crois qu'elles savent beaucoup mieux le faire même que la fédération. La procédure de connaissance des populations de poissons et l'amélioration des milieux aquatiques que nous défendons également, accompagnée par la région Nord-Pas-de-Calais, vient compléter celle de l'agence. À l'avenir, la région pourra peut-être soutenir la mobilisation associative des pêcheurs si les pêcheurs sont capables de se mobiliser pour valoriser leur territoire et leurs ressources. Évidemment, il y a tout le champ des sciences participatives, mais il y a la modernisation et le développement du loisir pêche, et son volet parcours de pêche labellisé. Il ne faut pas négliger la politique d'ouverture à des partenariats à l'échelle des pays, par exemple, comme vous l'avez vu sur l'exemple pêche en terroir, en particulier avec des opérateurs touristiques et des hébergements. Il nous faut renforcer les moyens financiers dédiés à ces actions de développement et promouvoir un loisir accessible à tous, y compris à nos amis belges, néerlandais et anglais. Il nous faut donc travailler à plusieurs, associations associées sur des linéaires que nous pouvons partager et offrir, comme nous savons développer des parcours de randonnée pédestre ou d'autres parcours ou même des circuits cyclo. Il nous faut surtout convaincre les collectivités locales que nous sommes des acteurs socio-économiques, et oui,
oui, en effet, chaque pêcheur dépense chaque année environ 700 € par an et donc par pêcheur, et que nous pouvons apporter autant de plus-value que les clubs traditionnellement soutenus à l'échelle d'une commune. Combien de parcours de pêche bénéficient d'une signalétique municipale par rapport à une signalétique stade, tennis ou autre, différents stands? Vous le constatez, vous le regrettez, alors proposez-les. Ils seront peut-être intégrés dans la communication locale. Cette année, nous avons également signé une convention cadre avec le département, Eden 62 et des PPM. Elle nous permet de mettre en place un programme d'animation et de formation du réseau associatif. Le guide pêche, des pontons pour personnes à mobilité réduite et d'autres sensibilisations auprès d'un public jeune ou un public famille. Après cette période d'élection, il va être intéressant de revenir vers le Conseil général et Eden pour mettre en adéquation ce que nous avons écrit et ce que nous pouvons réaliser en faveur des milieux aquatiques et du loisir pêche. Il est impératif que nous soyons associés comme des usagers gestionnaires des zones humides, y compris pour apporter de la connaissance sur les espèces qui vivent dans l'eau et pas seulement en surface. Il vous faudra également convaincre vos élus que la pêche est une activité aussi honorable que les autres, avec des retombées économiques qu'ils ne soupçonnent même pas parfois, et surtout qu'elle investit les missions de service public bien perçues par la population. L'an dernier, j'avais déjà un discours volontariste orienté vers une meilleure reconnaissance de nos activités, et je vous invite même à reprendre ce que je disais. Vous l'avez en projection, évidemment, je disais que la pêche possède des leviers pour progresser, un loisir pêche qui peut agir en faveur du développement local, une volonté de valoriser nos parcours, un engagement de nos structures dans différents partenariats, la signature de conventions, la formation de pêcheurs, et je pense qu'on a bien poursuivi encore cette année. En tout cas, nous nous sommes efforcés de communiquer en faisant des reportages pêche qui présentent la diversité des techniques, dynamisent notre offre pêche départementale et valorisent notre territoire. Nous avons une chaîne YouTube, une page Facebook, un guide pêche et bien d'autres outils qui vous ont été présentés et que vous pouvez emprunter et utiliser. Également un simulateur pêche dont on ne vous a pas présenté le fonctionnement, mais je crois que vous auriez voulu tous l'essayer et ça aurait été un peu difficile à gérer. Nous nous sommes efforcés, avec vous, de garantir une réciprocité cohérente à l'échelle départementale. Alors parfois certains bougonnent et annoncent leur départ. Et je m'interroge sur la motivation initiale de rejoindre cette réciprocité. Est-ce uniquement par intérêt financier? Ou est-ce pour partager un territoire préservé et un loisir de qualité? Est-ce uniquement pour obtenir une compensation financière pour remettre du poisson? Ou est-ce pour gérer une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique dans toutes ses composantes? Je sais que c'est un point difficile. Je sais que pour certaines associations, c'est compliqué de ne pas avoir une totale réponse financière pour remettre du poisson. Mais est-ce qu'on est là pour ça? Est-ce que vraiment il ne faut pas travailler la réciprocité et offrir un service pêche avant même de dire on va remettre du poisson et il nous faut des moyens pour remettre du poisson? Est-ce pour dégager une confortable trésorerie ou pour rendre service aux pêcheurs? Ce questionnement n'est pas destiné à mettre quiconque à l'index, mais seulement de bien recadrer l'approche réciprocitaire telle que nous la défendons au sein du conseil d'administration, telle que nous la pensons en fédération. Rassurez-vous, une nouvelle charte de réciprocité vous est proposée pour l'année prochaine. Elle diffère de la précédente dans sa durée d'engagement et dans le nombre d'adhérents. À considérer, bien sûr, puisqu'on va avoir l'intégration des jeunes adhérents aussi, des moins de 12 ans. Toutefois, comme la précédente, nous l'avons pensée pour qu'elle soit pérenne, complète à l'échelle des lots de pêche mis à disposition, impartiale entre les associations et facile à mettre en œuvre. En ce qui concerne le domaine d'excellence, nous avons renoué avec la pêche de compétition et nous accompagnerons désormais le comité départemental de pêche sportive en soutenant proportionnellement les cotisations des licences des compétiteurs. Nous soutenons également la compétition carnassier et un représentant du Pas-de-Calais sera en compétition lors du prochain championnat du monde carnassier qui se déroule en Bulgarie. Les deux exercices précédents n'avaient pas donné lieu à partenariat, faute de projets émergents, et j'ai donc proposé aux collègues du conseil d'administration un soutien structurel plus facile et compréhensible à mettre en œuvre. Souhaitons également que l'hémorragie des effectifs de nos excellents pêcheurs de compétition s'enraye, parce que là aussi, il y a une diminution des effectifs.
Vous avez peut-être constaté que la Fédération nationale et la Fédération départementale vous avez sollicité pour recueillir vos avis au sujet de la réglementation, sans pour autant obtenir les résultats escomptés. Je voulais vous témoigner la difficulté à faire évoluer la réglementation départementale et encore plus un décret ministériel. Les seules modifications retenues sont les quotas de prélèvement des saumons et l'interdiction de l'usage de la gaffe sur les bassins de la Canche et de l'Authie à des fins de gestion de ces populations rituelles. Là aussi, je sais que c'est un point délicat que l'on pourra aborder encore tout à l'heure dans les questions, mais on n'a pas eu trop le choix et sincèrement, je pense qu'on était le dernier département à utiliser la gaffe pour prélever ces espèces. On ne peut pas prétendre obtenir une période de pêche prolongée jusqu'au 26 octobre pour pêcher ces espèces en utilisant la gaffe, alors même que vous savez que l'on pêche le saumon ou la truite de mer. Et quand on pêche ces espèces-là, on peut prendre aussi une belle truite farine. Si elle est gaffée, elle est morte, et on peut même parfois parler de méthode sacrificielle dans ce cas. La mesure s'imposait au-delà de vos arguments, des arguments souvent techniques, des arguments qu'on peut comprendre, mais clairement, par rapport à la protection de l'espèce et par rapport aux négociations que l'on a en COGEPOMI, il était évident qu'on ne pouvait plus tenir sur cette technique. Pour ce qui est de la réglementation dans les APPMA maintenant, certaines progressent et harmonisent leur réglementation à l'échelle du bassin. C'est le cas ici sur la vallée de la Liane. D'autres ajoutent des critères inapplicables que nous ne pouvons soutenir en cas de verbalisation. Je répète, toute application d'amende chiffrée au sein des règlements est illégale. Et j'invite toutes les associations à retravailler le sujet avec la fédération. Enfin, l'objectif plutôt serait également d'avoir 2 gardes particuliers par APPMA et de partager la surveillance de nos parcours en plus de certains hauts fédéraux. On serait sans doute plus présent sur les sites et donc plus dissuasif. En ce qui concerne les procès-verbaux, nous avons obtenu pour la première fois cette année des PV de la gendarmerie. Cela provient sans doute d'une sensibilisation faite en 2012 auprès du procureur de la République. Nous recevons bien sûr des rapports de constatation de l'ONEMA. Ils sont souvent générés par des faits très graves. Évidemment, je sais que vous déplorez la diminution de la surveillance pêche de la part des services de l'ONEMA. Mais sachez que je la déplore tout autant que vous. Les infractions se déroulent bien souvent en dehors des lots de pêche que nous gérons. Et nous n'avons aucune parade, même lorsque vous observez quelqu'un qui pêche en dehors des périodes légales ou ne respecte pas le nombre et la taille de capture d'une espèce sensible. Nous avons toujours une surveillance active, efficace de la part de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, dont je salue encore la présence de son chef de service départemental, M. Catelin. Je sais que son service est efficace et qu'il assure toujours parfaitement ses missions de police de nature régalienne. Je l'en remercie. Pourvu que cela dure et que l'Agence nationale de la biodiversité, dont vous avez peut-être entendu parler, assure une véritable police au-delà des missions de surveillance que nous assumons déjà. Je pourrais développer mes propos par la formation des gardes particuliers, les multiples conventionnements, les renouvellements des baux de pêche de certains plans d'eau, l'extension de parcours de pêche, la prolongation de la période de pêche en première catégorie, l'open tag carnal, la labellisation de parcours et d'hébergement, la possibilité de créer un carpodrome sur le territoire, la création d'ateliers pêche nature, de Montreuil, d'Auchy, de Calais. Mais je souhaite terminer par une information importante concernant la création de la maison départementale de la pêche et de la nature, ou ce qu'on appelle communément dans le jargon des responsables halieutiques, un PDIPN, encore un acronyme un peu difficile, pôle départemental d'initiation à la pêche et à la nature. Il s'agit d'une opportunité de créer sur l'eau de Marois, donc sur un territoire d'eau et de pêche, un territoire également Manix Biosphère depuis 2013, donc de créer un outil pour promouvoir la pêche, pour sensibiliser à la préservation des milieux aquatiques et surtout un lieu de vie pour les pêcheurs et non pas une structure purement administrative. Nous avons présenté un plan de financement à nos différents partenaires et pour certains, nous savons qu'ils nous soutiendront. Nous aurons une capacité financière d'autofinancement en nous séparant partiellement de locaux béthunois pour acquérir justement ces locaux de la maison du Grand Manage située au bord de la Basse Meltique sur la commune de Arques. Faisons-en un outil d'excellence qui accompagnera les pêcheurs, et qui non seulement les pêcheurs, mais toutes les personnes s'intéressant à l'eau et aux milieux aquatiques, ainsi qu'aux poissons.
En tout cas, il sera créé pour être en capacité de fournir et de partager des informations nécessaires à une gestion durable et équilibrée des milieux aquatiques. Engagement et actes incontournables pour assurer un loisir pêche qui, vous le comprenez, va bien au-delà de tenir une canne à pêche. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc de la PPMA à la pêche à la ligne de filière. Première question, les présidents de la PPMA peuvent-ils être gardes particuliers, notamment parce qu'ils connaissent bien les adhérents et peuvent autoriser l'accès aux berges privées? La réponse, les présidents ne peuvent pas assumer cette tâche, même s'ils connaissent bien les adhérents. Ils ont un rôle de médiateur, de conseiller, d'animateur, d'administrateur, alors que le contrôle ne peut se faire que par un garde qui a suivi une formation et qui est agréé par les services de la préfecture. Pour rappel, dans nos statuts, l'article 12 du titre 3 du 29 janvier 2013 précise « Les membres du conseil d'administration ne peuvent être ni salariés de l'association, ni chargés de son contrôle. Nous n'avons pas d'alternative et probablement est-ce mieux que d'être juge et partie. » Alors, autre question des pêcheurs à la ligne de filière, pourrait-on financer l'alfinage auprès des associations en contrepartie de justificatifs? La question de l'alfinage est souvent posée et depuis 6 ans, la Fédération ne soutient plus les populations de truites en introduisant des alevins ou des truitelles. Les arguments techniques et économiques ont été fournis à multiples reprises et nous vous rappelons que les résultats observés sur nos bassins ne sont pas brillants. Doit-on remettre des alevins et des truitelles élevés dans les bassins circulaires en plastique? Peut-on espérer des résultats probants? Vous vous souvenez que nous avions estimé qu'une truite fario capturable avait un coût de 35 €. Par conséquent, nous ne supportons plus la charge financière des alevinages, d'autant qu'il s'agit de moyens financiers de l'ensemble des pêcheurs du Pas-de-Calais et pas seulement de quelques APPR. Par ailleurs, les alevins n'étaient pas toujours réintroduits dans les conditions favorables à leur développement et leur croissance. Une réponse favorable à votre requête serait plus facile. Nous pourrions avoir une approche démagogique et lâcher prise sur cette question en vous suivant et en procédant à des déversements. Politiquement, cette option serait appréciée, mais étant donné qu'elle n'a pas marché pendant des décennies et considérant les observations précédentes, nous ne financerons pas ces alevinages artificiels. Par contre, l'aménagement et l'entretien de frayères sur votre secteur seraient beaucoup plus productifs. Pour rappel, une ponte d'une seule truite génère 1000 à 2000 ovocytes par kilogramme. Autre question, pourrait-on aider financièrement l'aménagement de berges réalisées par les APPMA? Les APPMA sont bien évidemment dans leur rôle lorsqu'elles souhaitent aménager les berges dont elles ont la gestion. Que veut dire aménager? Est-ce planter? Est-ce installer des pales-planches, des clôtures ou encore des abreuvoirs? Est-ce couper toute la végétation pour favoriser le loisir? Nous connaissons votre implication, là on parle de l'association de filière, pour la surveillance et l'entretien des berges à vos parcours de pêche, d'autant que votre association le fait depuis plus de 100 ans. Je vous rappelle que ces aménagements auxquels vous pensez sont prévus dans le plan de restauration porté par le CIMCA. Par conséquent, votre volonté d'apporter vos connaissances du terrain ainsi que vos propositions seront les bienvenues lorsque vous proposerez une réunion avec la Fédération et le CIMCA pour envisager un plan de gestion piscicole complémentaire aux mesures retenues dans le plan de restauration de la Canche. Question d'APPMA, la Fingold sur la S. La Fingold est une APPA mixte qui possède 2 parcours de première catégorie, 15 km qu'il faut empoisonner. Or, il n'y a pas de financement spécifique de la part de la Fédération pour empoisonner en truite. Le souhait de la Fingold est d'obtenir une compensation financière dans le cadre de la réciprocité départementale à laquelle elle adhère. La question d'un empoisonnement a été abordée précédemment, on ne va pas y revenir. Le principe de la réciprocité, lui, est l'objet d'une longue réflexion. Il a généré de nombreux échanges pour se conclure par une charte, et vous en avez d'ailleurs la nouvelle dans vos dossiers, et que vous avez déjà signé pour partager cette culture du droit de partage, du droit de pêche. Les règles s'appliquent selon 3 catégories d'APPMA qui sont présentes dans notre département.
Pour les APPMA de première catégorie, le principe prend en charge un différentiel entre 60 € et le coût de la carte de pêche plafonnée à 95 € sur la base du nombre de cartes majeures délivrées sur l'année N-1. Pour les APPMA mixtes, elles bénéficient d'une rétrocession égale au produit de la différence entre leur tarif de 2010 et le tarif de référence de 60 € par le nombre de cartes majeures délivrées, ainsi qu'une prime variable. Dans votre cas, pour R sur la liste, vous ne bénéficiez pas de compensation car votre tarif était de 54 € en 2010, mais vous obtenez une prime variable de 600 €. Les APPMA, elles, de seconde catégorie, reçoivent uniquement une compensation en fonction de leurs effectifs. La prime est variable de 100 à 1400 €. Pour notre part, lorsque nous avons travaillé à cette réciprocité, nous avons veillé à un équilibre entre les différentes catégories d'APPMA. Les 4 APPMA mixtes du département sont traités de la même manière et nous ne pourrons pas déroger à cette règle. Il faut reprendre le questionnement initial de l'intérêt de votre APPMA d'être réciprocitaire, sans oublier que vous offrez à vos adhérents la possibilité de pratiquer leur loisir dans d'autres associations voisines. Cette réciprocité vous donne également la possibilité de distribuer des cartes urnes pour étendre cette réciprocité aux départements voisins. Autre question de la Fingol d'Air sur la liste. En ce qui concerne le timbre urne, pourrait-on faire un règlement sur la vente du timbre? Exemple, un pêcheur avec une carte non réciprocitaire qui possède le timbre urne. Seuls les APPMA réciprocitaires peuvent distribuer des cartes urnes et des vignettes urnes à coller sur des cartes départementales avec le logo réciprocité départementale. La règle existe et a d'ailleurs été reprise dans les statuts de l'urne. Des informations circulent au sujet de vignettes qui seraient collées sur des cartes d'APPMA non réciprocitaires. Nous souhaiterions en trouver une illustration pour dénoncer cette pratique et corriger le tir. Malheureusement, nous n'avons toujours pas obtenu de confirmation concrète de cette pratique. Si nous en avions l'assurance, nous aurions délégué un huissier pour la constater et la stopper. Autre question, comment savoir pour les autres départements? Les 15 autres départements communiquent de la même manière que nous. Ils ont tout intérêt à le faire et vous les retrouverez sur votre carte interfédérale et sur le guide pêche distribué à chaque adhérent. Question d'APPMA l'Union Arquoise. Pourrait-on tirer les cormorans en deuxième catégorie? Comme vous le savez, les cormorans sont des espèces protégées. Pour réguler cette espèce, il faut démontrer que la menace d'une autre espèce ou interfère dans son cycle de vie, les poissons par exemple. Par ailleurs, il y a de nombreuses conditions d'évaluation du stock au préalable, ainsi que des conditions de sécurité pour effectuer des tirs. Je pense que nos amis de la chasse pourront en reparler. Lorsque vous démontrez la menace de cette espèce sur une ressource, que vous avez comptabilisé les individus, prouvez que la population est en augmentation, alors dans ce cas, la fédération peut négocier, je dis bien négocier, une régulation avec les services préfectoraux. Cela ne veut pas dire pour autant que nous obtiendrons l'autorisation. Enfin, cette année, nous n'avons toujours pas, pour mémoire, atteint le quota à réguler et nous pensons que cela sera de plus en plus difficile avec les contraintes administratives et le désengagement des chasseurs-pêcheurs qui effectuent les tirs. La possibilité qui demeure dans votre situation est l'installation d'un dispositif qui consiste à les effaroucher avec un appareil du type cordochop. Question de la PPMA, le saumon de Brimeux. Le président demande que la pêche à la vermée soit autorisée 2 heures après le coucher du soleil pour sauvegarder cette pêche traditionnelle. Évidemment, la pêche à la vermée, ça touche l'anguille. L'anguille est une espèce européenne en voie d'extinction d'après un classement sur l'Union internationale pour la conservation de la nature. De nombreuses pressions s'exercent sur cette espèce. Obstacles à la continuité écologique, dégradation de la qualité de l'eau, disparition des habitats favorables, pression de pêche, tant professionnelle que individuelle, qui présente donc un cycle biologique complexe. Au regard de cette situation préoccupante, un règlement européen a été publié en 2007 et s'impose à tous les États membres pour mettre en œuvre des mesures de préservation de cette population, qui passe par la réduction autant que possible de l'ensemble des pressions, dont la pêche amateur aux lignes.
de 30% sur une durée de 3 ans, 40% pour les pêcheurs civiliers, avec mise en place de quotas de capture. Ces mesures ont été déclinées localement et sont inscrites au sein de notre arrêté départemental. À ce jour, pour mémoire, la pêche de l'anguille dans les cours d'eau du Pas-de-Calais est possible du 15 février au 15 juillet en seconde catégorie et de la date de l'ouverture, soit le 8 mars, au 15 juillet en première catégorie, ainsi qu'une demi-heure avant et après le coucher de soleil. Au regard des objectifs de reconstitution du stock d'anguilles européen qui s'impose à la France sous peine d'astreinte financière, du cadrage national à l'origine de cette mesure, la demande de prolongation crépusculaire pour la pêche à l'anguille à la vernée sera systématiquement refusée tant que nous n'aurons pas évalué l'impact de la pêche amateur aux lignes sur le stock d'anguilles. Depuis novembre 2013, un questionnaire permettant d'évaluer les captures d'anguilles réalisées par les pêcheurs amateurs aux lignes est accessible sur le site de la Fédération. Je vous invite à le renseigner et à communiquer le plus largement possible sur son existence et sur l'intérêt de la démarche. Les données ainsi récoltées seront synthétisées et rapportées au comité de gestion des poissons migrateurs Artois-Picardie. Sur la base des résultats obtenus, la Fédération fera en sorte de défendre l'intérêt de la pêche à la vernée de nuit, pratique ancestrale, typique des cours d'eau du Pas-de-Calais. Ainsi, l'État français a élaboré en 2010 un plan national de gestion qui contient une série de mesures qui consistent à limiter l'effort de pêche professionnelle, pêche civilière et amateur aux lignes, l'objectif étant de réduire les mortalités liées à la pêche amateur. À PPMA, l'entente de l'OTI. Nous, les pêcheurs de truites de mer, nous contestons l'interdiction de l'usage de la gaffe pour les raisons précisées dans la feuille annexe. Nous avons bien lu vos remarques, vos préoccupations. Cependant, sur décision du COGEPEMI en date du 16 décembre 2013, réunion à laquelle d'ailleurs j'ai participé, l'utilisation de la gaffe a été interdite sur l'ensemble des cours d'eau classés pour la pêche au saumon. Cette pratique qui consiste à transpercer le corps du poisson afin d'assurer sa prise ne permet pas de préserver la population de saumon qui est en voie de disparition à l'échelle nationale et sur les cours d'eau côtiers du Pas-de-Calais. En effet, un poisson gaffé est un poisson condamné. De plus, il est impossible de distinguer avec certitude un saumon d'une truite de mer avant de le sortir le poisson de l'eau. À noter que le Pas-de-Calais était le dernier département français à autoriser l'utilisation de la gaffe pour la pêche au saumon. Toutefois, l'épuisette pourra désormais remplacer la gaffe et permettra d'assurer la prise du poisson, de distinguer l'espèce, saumon ou truite de mer, et de décider de prélever l'individu ou de le remettre à l'eau. Cette mesure permettra également de faire appliquer le taux de capture annuel de 10 saumons, dont la taille est strictement inférieure à 75 cm sur l'oti et la canche. En cas d'atteinte du taux de capture au cours de la saison de pêche ou de la capture d'un saumon dont la taille est supérieure à 75 cm, les poissons doivent être remis à l'eau. L'arrêté a été publié le 10 mars 2014. Question de la PPMA La Roche-Dorée de Boissy-le-Verger. Étant donné le désintérêt des jeunes pour notre loisir et le pourcentage d'anciens pêcheurs, pourquoi n'engageons-nous pas une grande réflexion en commission sur le prix des cartes avec la présence d'un membre de la Fédération nationale? L'intérêt des jeunes pour la pêche n'est peut-être pas le seul argument à mettre en avant, même si nous constatons qu'ils pratiquent la pêche un temps puis zappent pour autre chose très rapidement. Cela existe pour notre loisir, mais aussi dans d'autres activités. Cependant, la Fédération n'est pas persuadée que nous leur offrons le loisir qu'ils souhaitent pratiquer. Par exemple, une pêche au carnassioleur sans la multitude de restrictions, une pêche en ville facile à mettre en œuvre et à vivre entre copains. Enfin, si nous souhaitons des jeunes, nous devons leur offrir des ateliers pêche nature, mais ils ne sont pas nombreux dans notre département. Les associations qui le font ne conservent pas nécessairement tous ces jeunes, mais en tout cas, ce sont des associations dans lesquelles l'érosion est moindre. L'urgence est surtout de leur offrir des structures pour découvrir une pratique efficace et surtout du plaisir à se retrouver au bord de l'eau. Pour nos anciens, ils sont souvent fidèles, mais la limite physique s'applique à un moment. Par ailleurs, l'âge moyen des pêcheurs en France n'est pas si élevé qu'on le prétend. Enfin, au sujet d'une discussion, voire d'une commission au sein de la Fédération départementale avec des responsables nationaux pour évoquer
pêche, nous ne sommes pas certains que cela inverserait la tendance. Il y a de moins en moins de pêcheurs et un certain nombre de contraintes budgétaires de fonctionnement demeurent à l'échelle départementale et surtout au niveau national. Néanmoins, il faut que vous sachiez que nous sommes avec le Nord, le département où la carte de pêche est la moins onéreuse. La différence notable, également, c'est que la Fédération du Nord restitue 4,50 € à ses APPMA par pêcheur, alors que la Fédération du Pas-de-Calais restitue 10 €. Pour mémoire, 6,50 € multiplié par 15 000, ça fait 97 500 €. Par conséquent, nous ne sommes pas très bien positionnés pour discuter sur les prix. Dernière chose, il n'y a pas de corrélation directe entre le prix de la carte et le maintien des effectifs. Les départements qui ont parfois augmenté leur prix et qui atteignent des tarifs très élevés pour nous ne constatent pas pour autant une baisse des effectifs. Autre question de la Roche Dorée de Noisy-le-Verger. Est-il possible de renforcer les pouvoirs des gardes particuliers? Cette question, d'ailleurs, pas mal de présidents doivent également se la poser. La loi sur l'eau de 2006, qui a initié la réforme de la pêche associative, a souligné l'importance et la reconnaissance des gardes de pêche, sentinelles de nos rivières, mais aussi premiers représentants des structures associatives auprès des pêcheurs. Citoyen chargé de missions de police judiciaire, le garde de pêche particulier peut dresser des procès-verbaux et accomplir certains actes concourant à la sanction des contraventions et délits de pêche. Toutefois, le garde de pêche doit veiller à opérer dans le cadre précis prévu par la loi, c'est-à-dire la surveillance de la pêche uniquement sur son territoire de commissionnement. Le garde doit toujours respecter très strictement son territoire de compétence. Il doit bien connaître le territoire de commissionnement précisé dans le cadre de son agrément. Ce territoire correspond aux secteurs sur lesquels les propriétaires des rives des cours d'eau ont donné leur accord. Étant donné que ces obligations sont inscrites au Code de l'environnement, l'évolution des missions des gardes-pêche particuliers doit être formulée à l'échelle nationale par la Fédération nationale. Compte tenu du désengagement des services de l'État en matière de police de l'hameçon, l'évolution du champ de compétences des gardes particuliers constitue une solution pertinente. La Fédération s'engage donc à solliciter la Fédération nationale, structure compétente sur cette question, afin de demander l'élargissement du domaine de compétences des gardes particuliers à l'ensemble des masses d'eau et notamment aux eaux closes. La Fédération ne peut-elle pas prendre financièrement en charge la carte de pêche des gardes particuliers? La carte de pêche des gardes particuliers n'est pas prise en compte car les situations entre APPMA sont différentes. Les tarifs de carte varient de 66 € à 190 €. Et nous ne pouvons pas accepter ni même supporter ces différences. Dans certaines associations, les gardes, en plus, n'ont pas le droit de pratiquer la pêche, donc la prise en charge de la carte de pêche n'a pas d'intérêt. Ce que nous faisons, mais qui est rarement mis en avant, c'est que nous formons les gardes particuliers et que nous suivons l'instruction administrative. Pour mémoire, le coût d'une formation est de 400 €. Lorsqu'il y a une garderie commune déclenchée à la demande de la Fédération, il y a une prise en charge du déplacement du garde. Nous préférons vous annoncer que nous vous accompagnerons dans la dotation des tenues et des documents nécessaires, ainsi que dans l'animation du réseau des gardes et dans leur formation. Chaque année, nous formons environ 15 gardes particuliers pour nos APPMA et nous assurons à votre demande la tenue de ces gardes nouvellement formés. Une quinzaine de renouvellements a lieu et nous accompagnerons l'achat ou le renouvellement de leur tenue à hauteur de 50%. Est-il possible d'augmenter très fortement les amendes pour qu'elles deviennent très dissuasives? Peut-on augmenter les amendes? Les amendes pénales sont réglementées. Les autres sont basées sur le préjudice pour votre association. Si on prend l'exemple du défaut de carte de pêche, cela génère une amende de 3e classe de 450 € ou plus. Par conséquent, un pêcheur pris par défaut, pour défaut de carte, peut se voir infliger par des agents assermentés une amende pénale de 450 € ou plus. La Fédération de pêche peut en plus demander une réparation civile. Ce sont deux notions distinctes. La Fédération ou l'association de pêche peuvent faire valoir des dommages et intérêts. Mais le tribunal d'instance ne suit pas souvent
les montants demandés. Par conséquent, une transaction civile de 300 € est présentée au contrevenant, ramenée à 200 € si le contrevenant paie dans les 8 jours et prend sa carte de pêche. Nous avons déjà beaucoup de difficultés à régulariser ces situations. Et souvent, lorsque nous engageons une procédure civile, avec notre avocat, elle n'est pas couverte financièrement. Cette police est délicate à appliquer auprès des pêcheurs, qui, ne l'oublions pas, sont souvent en règle. Cependant, ce qui est défaillant aujourd'hui, ce sont les contrôles des services de l'État, de l'ONEMA, alors que nous constatons plus d'infractions lourdes sur des linéaires non gérés par les APPMA. Autre question. Pourrait-on avoir les numéros de téléphone des gardes fédéraux, ONCFS, ONEMA, autres susceptibles d'intervenir très rapidement en cas d'infraction? Pour les coordonnées des gardes et différents services à joindre en cas de constat d'infraction, vous avez déjà l'information dans les documents d'audition de vos gardes, sur le site, sur la carte de pêche, sur les documents remis aux réunions de secteur, et nous les avions déjà communiqués sur un compte-rendu du conseil d'administration. Si vous souhaitez les obtenir à nouveau, il suffit de les demander en fédération. Question de la PPMA, les pêcheurs de Ré-sur-Audie. Je souhaite le passage du garde fédéral plus souvent, par exemple le jour des rempoissements, le 12 avril. Le passage des gardes fédéraux, qui sont pour mémoire 2 pour le département, font qu'ils ne peuvent pas être présents à chaque rempoissement, mais sur une fréquence d'une fois par mois. Évidemment, vous ne les voyez pas nécessairement, mais ils font leur travail. Les tournées s'organisent, y compris avec vos gardes particuliers. Pour ce qui vous concerne, un passage à la date souhaitée est désormais programmé. Deuxième question. Je souhaite être informé des pêches électriques. Les pêches électriques sont réalisées pour obtenir des indicateurs biologiques ou à des fins d'études comme pris aux fiches. Elles peuvent se dérouler sur un linéaire géré par une APPMA, mais pas nécessairement. Dans tous les cas, lorsqu'il y a une pêche électrique sur vos linéaires, vous en êtes informé, a priori, a posteriori, et vous en obtenez les résultats bruts. Nous faisons le nécessaire pour que cette requête, qui est celle de beaucoup de présidents de la PPMA, soit effective. Question de l'Association des pêcheurs à la ligne de Boulogne-sur-Mer, la PLB. Comment fait-on et qui prévient-on lorsqu'il y a une pollution le week-end? En effet, lorsque vous appelez la brigade de l'ONEMA le week-end, et pour l'exemple en question, la fédération, vous n'avez pas de réponse. En ce qui concerne votre demande auprès de la fédération, il se trouve que Frédéric Terrier, notre garde fédéral, était en congé lorsque vous avez essayé de le joindre. Depuis, vous avez eu l'explication. Pour l'ONEMA, je ne peux pas répondre. Néanmoins, un inspecteur de l'environnement est allé constater le remblai sur le terrain la semaine suivante, sans que nous soyons à ce jour destinataires de rapport de constatation. Nos 2 gardes fédéraux ne suffisent pas, et il existe une carence de la police de l'eau, vous l'avez compris. C'est la raison pour laquelle il faut absolument que vous ayez un garde particulier, voire 2 gardes assermentés sur votre APPMA. Vous avez mobilisé 2 membres bénévoles de la PPMA, par conséquent, les choses devraient pouvoir se traiter. La gendarmerie peut également soutenir votre procédure. APPMA, la gueule du bas-canton de Orville. Réciprocité 62 et urne. Dans les engagements définis dans la charte réciprocité 62, les APPMA doivent mettre à la disposition de tous les pêcheurs la totalité des parcours de pêche dont elles assurent la gestion. Dans les réciprocités urnes, les engagements sont-ils les mêmes? Ces obligations s'appliquent-elles aux autres départements? Exemple de la Somme. En plus du timbre urne, il faut payer une taxe supplémentaire. Voici la réponse. Dans un premier temps, il faut considérer le principe mis en place dans le département qui rappelle que l'on met tous ces lots de pêche dans la réciprocité et que l'on ne fait pas payer de cotisations supplémentaires. Cette base à respecter est fondamentale. Si nous souhaitons maintenir une réciprocité de qualité, une réciprocité solidaire et engagée,
Si nous engageons dans cette démarche, c'est aussi parce que nous sommes convaincus de l'intérêt général pour nos pêcheurs. Au sein de l'URSS, ce principe s'applique, même s'il existe des disparités, et vous en avez pointé plusieurs, notamment dans les départements voisins. Ce système de réciprocité est jeune, il évoluera en fonction de ce que vous voudrez bien en faire, veillant à ce qu'il ne soit pas complexe ni exclusif. Question de la PPMA, la truite de Labroix-le-Poil. Sur nos rivières de première catégorie classées migrateurs, pourquoi ne pas rendre obligatoire le timbre migrateur à tous les pêcheurs qui pratiquent une pêche au lancer, cuillère, poisson nageur, etc. La pêche au leurre artificielle n'est pas interdite, et elle se généralise même. Elle fait partie des pratiques de pêche au lancer, au même titre que la pêche avec une boulette de pâte tournante, un morceau de maquereau, un éperlon, quand vous pêchez la truite. Lorsque vous l'interdisez sur vos à des fins de protection de l'espèce, c'est honorable, respectable. Mais rien dans l'arrêté préfectoral ni dans la loi ne précise que ce mode de pêche est interdit et nécessite une CPMA migrateur à 50 €. Vous comprendrez également que les 50 € posent des difficultés pour les pêcheurs et qu'il serait difficile de mettre en place cette mesure, d'autant que nous attendons également sur l'outil de meilleurs résultats pour la remontée et la reproduction des poissons migrateurs sur la zone de reproduction. Une gestion raisonnée des captures, une meilleure évaluation des stocks, des zones de reproduction plus accessibles aux espèces, des milieux plus fonctionnels, permettra à chacun de prendre du plaisir dans notre loisir, mais cela représente un travail à long terme. Question suivante. Pourquoi ne pas demander à M. Dubois de lâcher plus d'eau sur la fosse rivière? À travers cette question, nous percevons qu'il y a un problème de débit dédié au fonctionnement des passes. Cependant, nous savons également que les services de l'ONEMA ont expertisé l'équipement sans émettre de dysfonctionnement majeur au titre de l'article L432-6 du Code de l'environnement. Nous savons également que cet équipement ne respecte pas le L214-17 du Code de l'environnement afin de laisser passer des espèces comme l'anguille, les lamproies, le chameau, et qu'il faudra encore, pendant le délai de 5 ans, être vigilant pour obtenir le respect des règles. Il n'empêche qu'à partir de votre remarque, nous ferons un courrier à la Direction départementale des territoires et de la mer, ainsi qu'au service départemental de l'ONEMA. Bien évidemment, vous serez destinataire d'une copie de ce courrier. Et pour terminer cette série de questions-réponses, il ne s'agit pas d'une question, il s'agit d'un témoignage de satisfaction exprimé par les pêcheurs réunis des cours Saint-Quentin et qui témoignent de leurs pratiques et apportent des éclairages. Témoignage, donc, création de foyers avec la commune et la fédération, réponse aux mails et appels téléphoniques des pêcheurs, réciprocité, vente de cartes par Internet, communication, augmentation des effectifs de 25%, projet associatif, soutien des techniciens lorsqu'on souhaite mettre en place un projet. Donc c'est un témoignage qu'on a plaisir à entendre. En tout cas, ça termine la série questions-réponses. Je vous remercie. Merci, messieurs. Merci, monsieur le vice-président, et merci, monsieur le trésorier, monsieur le secrétaire général. De nombreuses questions cette année, puis j'en ai encore une. C'était un peu difficile les questions parce qu'il y en a de nombreuses qui sont arrivées hors délai. On a voulu les traiter, néanmoins il y en a encore une qui vient de m'être soumise. Que devient le projet de la passe à poissons du moulin de Bourlingan à Etignolles? Et suite au harponnage du bassin loupé sur les truites de mer qui essayent de franchir le barrage, la gendarmerie, la garderie des affaires maritimes se rejettent la responsabilité. Où en est-on? Alors là, clairement, par rapport au projet de passe à poissons sur le moulin de Bourlingan, je réponds, Philippe, que le maître d'ouvrage, qui est un syndicat que tu connais bien, a soumis son projet donc, au service de l'État, et donc on est en cours d'instruction. Malheureusement, c'est vrai que c'est toujours trop long. On le disait en conciliabule avec le directeur de l'agence de l'eau, ces phases administratives sont extrêmement longues, d'autant qu'ensuite on est soumis à des temps de travaux qui sont contraints, courts, par rapport à la période de reproduction des espèces. Et là, j'espère quand même qu'on aura une passe pour 2016, alors, même si c'est long. Je pense que Julien, tu t'affirmes, tu confirmes 2015, oui. 2015 si tout va bien.
Suite au harponnage, alors le bassin, effectivement, le bassin, là, on a bien vu que quand on a posé la question, bah, c'était une responsabilité des uns et des autres. On a fait une proposition d'Adréal, on n'a pas de retour vraiment spécifique là-dessus. Dès qu'on aura une réponse de l'Adréal, on vous la fournira, mais là je suis bien embarrassé parce que je ne peux pas donner de réponse à la place des services de l'État. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? On ne le fait pas souvent, hein, mais Paul, on va t'apporter un micro si tu veux bien, où tu t'approches et... Non, non, attends, on va te donner un micro. Paul de Cry, tu te présentes. Merci beaucoup. Alors, Paul Décry, le président de l'association de pêche à Côte-du-Bas Canton à Orbu. Donc, c'est sur la question réciprocité. Réciprocité 62 et réciprocité urne. Je n'ai pas eu la réponse à ma question. Le problème, c'est que l'Audi traverse 2 départements. Le problème, c'est la réciprocité, en particulier avec la Somme. Alors, je vais répondre si tu veux bien, parce que la réponse, on a répondu, je pense qu'on a répondu, Paul. Tu connais bien la réciprocité sur l'outil, puisque tu fais partie aussi des personnes qui ont œuvré à une réciprocité interdépartementale avant même de parler de la réciprocité départementale. J'entends la réciprocité GAPA, qui a déjà été très compliquée à mettre en œuvre, puisqu'on pêche sur certaines techniques à certains endroits ou sur certains linéaires, et on n'a pas accès à d'autres linéaires ou à d'autres techniques. C'était déjà une aventure complexe entre nous. Ça reste une aventure complexe. Tu as bien compris qu'à l'échelle départementale, c'est quelque chose qui prenait quand même assez bien, même s'il y a toujours des questionnements, des interrogations. Maintenant, le fait que le département voisin ne pratique pas de la même façon, c'est gênant dans le cadre de la réciprocité urne. Mais là aussi, c'est une réciprocité avec 15 autres départements qui va, à mon avis, petit à petit s'améliorer. Tu faisais état du fait qu'il fallait payer une cotisation supplémentaire quand on était adhérent d'une APPMA, et en même temps, donc, si on était de l'extérieur, on était soumis également à cette adhésion. Oui, il y a des départements qui pratiquent de cette façon-là. Personnellement, je pense que ce n'est pas la bonne méthode. C'est plus de la réciprocité. C'est plus de la réciprocité, mais statutairement, c'est à l'interne de chaque département définit sa réciprocité. Tu es bien d'accord? Je suis d'accord. Donc, à partir de là, il faut que nous, on puisse aussi travailler avec les voisins, pas rejeter ce qu'ils nous proposent, mais travailler avec eux, les écouter pour faire en sorte qu'on évolue vers un système partagé. Voilà, je pense que tu comprends bien qu'à côté, c'est vrai que toi, tu es juste à côté de la Somme, quelquefois ça pose problème, mais en tout cas, si leurs adhérents sont soumis à cette cotisation, si tous les adhérents sont soumis à cette cotisation et que toi tu y es soumis, statutairement, c'est un peu compliqué d'aller à l'encontre. Maintenant, moi je me charge, parce que Ariel Bras est là, et je pense qu'il en fera référence à son président, mais je me charge d'en discuter aussi avec Guy et avec Bertrand Achin, donc le vice-président, pour faire en sorte que petit à petit on évolue dans ce système urne vers une réciprocité partagée qui soit plus payée, parce que l'intérêt, c'est justement, c'est le pêcheur qui est derrière tout ça. Et si on lui dit qu'il y a déjà une réciprocité urne avec une cotisation à payer, plus une seconde cotisation de chaque APPMA, c'est vrai que ça devient compliqué à comprendre. Ça devient très compliqué. Allez, vas-y Jean-Paul. C'est la dernière parce qu'après... Oui, je vais aller très vite. Je suis président de la pêche de Montreuil. Je pense à peut-être que les autres présidents ont le même problème que moi. Enfin, que notre association, je suis déjà envoyé par mail. Je demande l'assouplissement du règlement de la première catégorie pour la deuxième catégorie. C'est-à-dire que dans les premières catégories reconnues, où il n'y a pas de salmonidés, pas de poissons migrateurs, et que nous pêchons que le blanc, le carnassier, il est vu dans le GOP comme quoi on pourrait assouplir cette réglementation en donnant l'autorisation à une première de la déclasser, de la passer en deuxième catégorie, étant donné qu'il n'y a que des poissons de deuxième catégorie, que ça vient depuis plus de 50 ans qu'on pêche ces poissons. Et je parle du canal Bourré, qui a été construit en 1756 par une main d'homme pour l'assèchement de Montreuil-sur-Mer et de Neuville. Et donc, je demande ce que vous pourriez faire à la fédération si vous vouliez vous joindre certainement à d'autres présidents, parce qu'ils ont peut-être les autres présidents le même problème sur certains petits cours d'eau qui sont adjacents, en sachant que la réglementation c'est bien affluent et sous-affluent.
Mais là, il y a quand même quelque chose qu'on pourrait essayer d'évaluer, d'évaluer. Il y a deux difficultés, Jean-Paul, hein, la question elle est judicieuse, mais il y a deux difficultés. C'est-à-dire que dans le plan départemental de gestion piscicole, on avait identifié des contextes piscicoles. Et donc là, clairement, vous êtes dans des contextes piscicoles de première catégorie. Donc difficile aussi pour nous de faire marche arrière, d'autant plus qu'on a quand même des services de l'État qui sont pas qui sont plutôt frileux sur ces aspects. C'est-à-dire que nous, on va bien y aller, hein, et pas de souci. Moi, je vais prendre cette responsabilité-là, puisque je vais avoir une position qui est celle des associations que je représente. Mais, je dis que ce n'est pas gagné, d'une part. Ensuite, en termes de gestion de ces sites-là, ça veut dire que si demain, vous êtes sur les canaux en question, hein, que tu décrivais, à remettre, par exemple, des fingerlings, je dis que là, ça va poser des problèmes. Hein, notamment parce que ces fingerlings-là, ils ne vont pas forcément rester dans le canal, mais ils vont aller aussi dans la première catégorie. Donc il faut vraiment qu'on pèse les choses et qu'on y réfléchisse et qu'on arrive à des arguments techniques vraiment solides. Ensuite, pour finir, je dirais que pour moi, la première ou la deuxième catégorie, c'est vraiment une vision humaine. C'est vraiment une des catégories qu'on a voulu un jour positionner parce qu'il y a des milieux qui fonctionnent effectivement avec telle population piscicole, puis d'autres qui fonctionnent avec telle autre population piscicole. Ensuite, la première et la deuxième, c'est vraiment des critères administratifs. Voilà. Je pense qu'on pourrait, pas seulement administratif, mais on peut raisonner à une échelle de votre bassin, mais il faut vraiment qu'on se retrouve autour d'une table pour avoir des arguments techniques qui soient solides avant d'aller présenter ça au préfet. Oui, parce que du fait qu'à l'époque, il y avait une porte à marée, une porte à flot, qui a été enlevée, supprimée. Donc, comme on dit, les poissons ne retournaient pas en première catégorie, ils restaient d'ailleurs sur 1,5 km de cours d'eau. 1,5 km de cours d'eau, c'est quand même pas mal, ils ne vont pas directement dans la première catégorie. Et il y a des sous-affluents aussi d'ailleurs qui sont en première catégorie aussi. D'accord. Bon, c'est très technique aussi, encore une fois, hein, très lié à un contexte géographique, un bassin hydromorphologique, mais on s'y intéresse et on n'a pas laissé tomber. Tu as eu un mail hein, qui était un petit peu, pas forcément qui répondait à tes aspirations ni à tes questions, mais c'est quelque chose qu'on va traiter dans le courant de l'année. Je sais que ça t'a gêné parce que des pêcheurs avaient déjà une carte de pêche. C'est là où effectivement ça a eu quelques pêcheurs, une quinzaine de nouveaux pêcheurs qui pêchaient le blanc, et donc, étant donné que c'est une deuxième pour eux à l'époque, on pêchait avant. Et l'ONEMA étant passé, m'a certifié la première catégorie, je suis d'accord. Dans ce cas-là, l'ONEMA pourrait faire aussi des choses, aller par les piscicultures comme besoin, et demander la carte de pêche, Monsieur le Président, à tous ceux qui pêchent dans le premier bassin, qui a un cours d'eau direct sur la course. Vous savez où je pêche. Et je ne comprends pas que l'ONEMA peut venir nous dire que nous, on doit pêcher en première catégorie et qu'ils ne fassent pas leur boulot dans les étangs. Excusez-moi, ça fait des cartes de plus. Oui, non, mais on sait que sur le département, cette question-là est une question très sensible et que je n'arrive pas à avoir de réponse de la DDTM et que clairement, on me dit toujours, mais il est hors de question d'aller vérifier les eaux libres et les eaux closes sur le département. Je pense qu'on peut y aller progressivement, hein, avec par touche, au moins, et sachant qu'il y a des endroits qui posent vraiment problème, notamment celui que vous venez de citer, et qu'on peut progresser aussi à ce niveau-là. Donc on ne perd pas espoir. Je pense que sur le territoire, sur votre territoire, on va travailler et leur présenter un projet peut-être en termes de classement. Maintenant, il y a quand même eu aussi sur le site une tolérance, hein, c'est-à-dire que les pêcheurs ne se sont pas vus verbaliser. Voilà, je pense qu'il faut en tenir compte également. Les services de l'ONEMA, à ce moment-là, n'ont pas été non plus excessivement, n'ont pas fait de zèle hein, et ne sont pas venus verbaliser. Dernier point par rapport à ça, j'ai quand même retrouvé un forum, et depuis 88, les pêcheurs savent très bien que c'est la première. Ils s'interrogent même s'ils vont pouvoir utiliser de l'amorce, s'ils vont pouvoir utiliser des asticots, ou du fouillis, ou des vers de vase. Donc c'est bien qu'ils avaient la connaissance que ce canal était en première catégorie. Bon, voilà, ça fait partie des petites joutes verbales qu'on peut avoir, mais en tout cas, on va s'y aller. Oui. La dernière. Hein. Jean-Marie Carlu, membre de la Chambre d'agriculture. Je représente le président Jean-Bernard Bayer. Ah ben excusez-moi, je ne vous avais pas repéré et... C'est pas grave, c'est pas grave. Ça n'est pas une question parce que je ne suis pas pêcheur, je ne suis
que chasseur. Mais je participe à vos travaux avec beaucoup de satisfaction. Et je voudrais féliciter vos différentes associations pour leur dynamisme, car elles sont de véritables animateurs de territoire. Et bon, néanmoins, je suis un peu soucieux quand même des deniers publics. Vous avez la chance d'être bien aidé, tant mieux pourvu que ça dure. Mais je me pose quand même quelques questions concernant les passes à poissons, qui sont quand même d'un prix exagéré, enfin très important. Est-ce qu'il y a moyen de faire autrement, tout étant soucieux qu'il faut préserver et continuer de développer la pêche? Alors, et puis encore une observation, je regrette énormément la diminution du nombre de pêcheurs. Pourtant la pêche est un sport sûrement bienfaiteur qui pourrait répondre à beaucoup de difficultés du monde actuel. merci M. Carlu. Alors sur la dernière remarque, effectivement, vous l'avez entendu, 66 € une cotisation de base, c'est quand même une cotisation, on va dire, raisonnable et la plus basse avec le Nord, on l'a cité tout à l'heure, et la moins chère, je veux dire, de tout le département français. Et moi, je m'attache beaucoup à ce que la pêche reste une activité populaire et un loisir accessible. C'est le premier point. Sur les barrages, alors sur les barrages, rassurez-vous, quand on peut faire avec la dépense la moins onéreuse possible, on fait. Évidemment, on n'est pas seul dans l'affaire. Il y a les pêcheurs, mais je dirais qu'il y a surtout le propriétaire qui, lui, a des exigences. La corrélation investissement, retour sur investissement et fonctionnement biologique n'est pas proportionnelle, quelquefois, à l'investissement financier. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des investissements financiers qui seraient sans doute moins onéreux, des choses que l'on propose nous, mais qui ne sont pas acceptés par les propriétaires, alors qu'ils sont contrevenants. Voilà. Par ailleurs, si vous représentez la Chambre d'agriculture, j'aurai plaisir à vous retrouver, parce qu'on a de nombreuses choses à travailler, notamment sur les intrants, notamment sur peut-être des méthodes quelquefois qui posent des problèmes sur les milieux aquatiques. Il faut qu'on se retrouve et qu'on travaille avec les communautés de communes et les intercommunalités sur certains points et qu'on soit force de proposition pour préserver nos milieux aquatiques. Merci. Voilà. Merci, M. Taillefer. Alors, je n'avais pas spécialement prévu de faire quelque chose de particulièrement solennel. Donc, je voudrais commencer en remerciant le président de m'avoir invité. Alors, je sais que l'agence est tout le temps invitée. L'agence met un point d'honneur à être systématiquement là à l'Assemblée générale. Je pense que c'est important. Et du coup, je suis moi très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. C'est la première fois depuis les 3 ans et demi que je suis à la tête de l'agence de l'eau. Et je tenais vraiment à venir. J'ai failli pouvoir l'année dernière. Je suis là cette année. Donc je suis très heureux, d'une part parce que je suis très attaché à ce qui se passe dans les territoires, sentir comment ça se passe, essayer de voir les points de blocage, les points de tension sur tout ce qui touche au domaine de l'eau. Et je ne suis pas sûr que vous en rendez compte, mais le simple fait d'assister à une assemblée générale comme celle-là, on voit plein de choses dans ce qui est dit et parfois aussi dans ce qui n'est pas dit. Et donc c'est très utile pour moi, en tout cas, d'être parmi vous. Bon, et puis je suis très heureux aussi parce que pour l'agence de l'eau, c'est fondamental d'arriver à travailler avec tous les partenaires. Et là aussi, j'espère que vous en êtes conscients, la fédération est un partenaire maintenant absolument incontournable pour l'agence de l'eau. Et j'espère que ça va durer, il faut que ça dure. Et on est très content de vous avoir comme partenaire. J'ai des collègues dans les autres agences qui pleurent tous les jours parce qu'ils n'arrivent pas à motiver leur fédération, les associations de pêche. Chez nous, là, dans le Nord-Pas-de-Calais et en Picardie, on y arrive, on travaille très bien ensemble. Et donc, rien que pour ça, il faut qu'on vienne et qu'on participe à vos travaux. Ensuite, ce qu'on recherche à l'agence de l'eau, ce n'est pas des positions dogmatiques, ce n'est pas des grandes envolées lyriques, c'est vraiment des cas concrets, des exemples, des choses qui marchent, repérer aussi ce qui marche moins bien, ce qui est moins efficace, ce qui coûte trop cher, pour pouvoir faire toujours mieux et être le plus efficace possible. Alors, comme j'interviens au titre de partenaire, je vais quand même vous dire 2 mots sur l'agence de l'eau. Je pense qu'on vous le dit chaque fois, je ne vais peut-être pas le dire avec les mêmes mots que Francis Prévost ou Stéphane Jourdan quand ils viennent.
moi, ce que je dis quand je présente l'agence de l'eau, c'est un outil de solidarité financière au service de l'eau. Donc tout le monde paye un petit peu d'argent à l'agence de l'eau, dont les pêcheurs, donc ça fait des grands débats au niveau national en son temps pour savoir quel niveau de contribution les pêcheurs devaient apporter à l'agence de l'eau. Donc les pêcheurs contribuent, et à ce titre, ils ont une place absolument particulière dans nos instances de gouvernance et dans notre comité de bassin. Et ça, là encore, il faut en être conscient, c'est un choix qu'a fait le Parlement et les ministères en leur temps, c'est de dire les pêcheurs ne sont pas des acteurs comme les autres pour la politique de l'eau. Et à ce titre, les pêcheurs avaient au moins une place dans chaque comité de bassin français en tant que tel. Vous n'avez pas besoin d'être élu, vous n'avez pas besoin d'être choisi parmi le collège des usagers, vous avez votre place en tant que tel. Et là, en plus, c'est d'autant plus reconnu que la semaine dernière, un nouvel arrêté est sorti pour redéfinir un petit peu la composition de notre comité de bassin. Et dans notre bassin, les représentants des pêcheurs passent de 1 à 2. Et donc, il y aura un deuxième représentant des pêcheurs en tant que tel, en qualité propre, dans nos instances de gouvernance. Ça montre bien que vous avez votre rôle et vous avez votre place à part dans notre système. Alors, l'agence de l'eau, on fonctionne avec des objectifs de résultats. On n'est plus, on n'est pas et on ne veut pas être dans des obligations de moyens. Donc ça ne nous intéresse pas de dire on a dépensé 500 000 €, 1 million, 30 €. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la qualité de nos rivières, de nappes d'eau souterraines, où est-ce qu'on veut aller, en quelle année et comment on va faire pour y aller. Donc vous avez dans vos pochettes, comme chaque année, la carte de qualité des rivières du bassin. Moi, je trouve que ces cartes, si vous les regardez d'année en année, c'est quand même très encourageant. Parce que, moi, je me rappelle, quand j'étais encore étudiant, parmi les exemples de cours d'eau qu'on nous citait pour dire, voilà, le pire du pire du pire, c'était pas dans le Pas-de-Calais, c'était plutôt dans le Nord, mais c'était dans le bassin Artois-Picardie, avec des cours d'eau qui arrivaient à brûler. C'était la Marque, en l'occurrence, à côté de l'île. Et donc, c'était l'exemple de le pire du pire de ce qu'on ne peut pas faire. On allait plus dans le sud pour chercher des cours d'eau exemplaires. Et ça, c'est quelque chose qui, dans le reste du territoire français, est assez marquant et assez ancré dans l'inconscient collectif du petit monde de l'eau. Je suis ravi, moi, en étant maintenant dans le bassin, de voir que, d'abord, ce n'est pas une fatalité. Ensuite, qu'on arrive à progresser, qu'en 30 ans, les progrès qui ont été faits dans le bassin sont spectaculaires. Alors là, pareil, vous avez dans le dossier un deuxième truc qu'on a fait à l'agence de l'eau, qui est à mon avis encore beaucoup trop techno, mais on essaie de s'améliorer, sur les chiffres clés du bassin Artois-Picardie. Et vous verrez notamment que la quantité de pollution organique, c'est-à-dire les rejets des stations d'épuration, des industriels, de l'assainissement collectif, etc., a été divisée presque par 10. Et qu'aujourd'hui, on arrive à retrouver des cours d'eau, des rivières d'eau qui arrivent à des états qui deviennent pas toujours bons, mais presque bons. Et dans ce cadre particulier, le Pas-de-Calais s'en sort bien, et vous avez aujourd'hui des cours d'eau dont je pense que vous pouvez être fiers, dont vous devriez être fiers. Et en tout cas, nous, à l'agence de l'eau Artois-Picardie, on en est fiers, même si on sait qu'il reste encore un certain nombre de choses à faire. Alors, on est lancé en ce moment dans un exercice qu'on fait tous les 6 ans, qui là aussi a un nom techno un peu pénible qui s'appelle le SDAGE, le programme de mesure, schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux. En fait, l'objectif de ce truc-là, c'est assez pragmatique. C'est on regarde l'état de nos cours d'eau aujourd'hui, on essaye de viser le bon état dans 6 ans, si on n'y arrive pas dans 12 ans, puis si on n'y arrive pas dans 18 ans, et on va regarder tout ce qu'il faudrait faire pour arriver à ce bon état. Et on regarde tout, c'est-à-dire, on regarde bien sûr les tuyaux d'assainissement, les industries, mais on regarde aussi les problèmes d'agriculture, de pollution diffuse, de traitement des fossés, des cimetières, etc., l'assainissement non collectif, la continuité écologique. On regarde tout ce qui crée des problèmes pour la qualité de nos rivières et de nos nappes d'eau souterraines. On regarde tout ça, on regarde ce qu'on voudrait faire, et après on regarde ce qu'on est capable de faire, et notamment financièrement. Donc là-dedans, on va regarder
l'impact sur le prix de l'eau, l'impact en termes d'investissement, les coûts financiers, la capacité des collectivités à s'endetter en ces temps difficiles. Et puis on regarde aussi un peu la maîtrise d'ouvrage, comment il faudrait qu'on s'organise collectivement pour arriver à faire tout ça. Et là derrière, on a des choix, des arbitrages à faire, qui sont des moments toujours difficiles, parce que vous avez, alors je caricature un peu, hein, mais des écolos un peu intégristes qui ont envie de tout faire tout de suite, en se fichant éperdument de ce que ça coûte et de ce que ça entraîne comme contrainte. Et puis vous avez des lobbies un petit peu marqués, hein, qui considèrent qu'il ne faut surtout pas qu'on touche à leur façon de faire, que ce soit beaucoup trop compliqué et qu'en ces temps de crise, il ne faut rien faire. Bon, et on essaye d'aller au plus loin en restant capable de faire. Et donc cet exercice, qui est dans le programme de Müller Stage, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et on prépare ça dans nos bureaux, en discutant avec un certain nombre de partenaires, et après on essaie de se confronter à la réalité. Et notamment, on a une première étape en ce moment, qu'on appelle les commissions géographiques, ou réunions techniques géographiques, et qu'on est en train de faire là maintenant dans les territoires. On a commencé la semaine dernière dans le Nord, il y en a 2 à venir qui vous concernent particulièrement. Le 10 avril à C'était-la-Plage, c'est sur les cours d'eau côtiers, hein, Canche, Auty, Boulonnais. Et puis le 17 avril à Lille, et là c'est sur l'Audomarois, l'Isère, la Lys. Bon, et dans ces réunions-là, on présente un peu l'état des choses où on en est, mais surtout on cherche le retour des points sur lesquels on n'est pas bon, sur lesquels il faudrait travailler plus, sur lesquels il y a des tensions, etc. Bon, pourquoi je suis un peu long là-dessus? C'est parce que, en tant que pêcheur, vous avez vraiment votre rôle à jouer. Dans le Nord, la semaine dernière, ça a très bien marché. Bon, le président de la Fédération de pêche était là, et on a eu des débats approfondis, jamais négatifs, mais en se disant les choses. Et ça, je crois que c'est important, il faut se dire les choses sans être agressif, et on essaye de chercher les meilleures solutions. Donc ça se passe en ce moment, c'est vraiment un truc important. Nous on compte sur tous les acteurs, et notamment sur les pêcheurs. Bon, ensuite, je ne vais pas être trop long, l'agence de l'eau a besoin de partenaires. Alors, on cherche des partenaires à différents niveaux pour différentes actions. Alors pourquoi on tient vraiment à travailler avec le monde de la pêche, les pêcheurs et la fédération en particulier? J'espère que là aussi vous en êtes tous conscients. Vous avez plusieurs rôles assez différents, fondamentaux pour nous. D'abord, ça a été dit tout à l'heure, vous êtes des sentinelles et des alertes. Le monde de l'administration aujourd'hui n'a plus autant de monde que ce qu'il voudrait, ce qu'il pourrait, etc. Ça baisse. On n'est plus capable, et ça c'est un constat, hein, il faut le dire, d'être partout sur le territoire, de suivre partout tout ce qui se passe, et ça, donc on a besoin de relais. Et on peut dire ce qu'on veut, mais les pêcheurs sont quand même normalement au bord des cours d'eau, et donc ils voient ce qui s'y passe. Et faire remonter ces informations-là, en parler, en discuter, souvent c'est par le monde des pêcheurs qu'on apprend des choses, et donc on a besoin de ces relais d'alerte, de sentinelles. Là encore, pas forcément le lien de manière négative, mais savoir, c'est quelque chose de fondamental pour l'agence de l'eau. Si on ne sait pas, on ne peut pas mettre en œuvre les bonnes solutions, les bonnes actions derrière. Donc sentinelle. Ensuite, vous avez un rôle d'animation, et là pareil, c'est bien beau d'avoir une politique de l'eau, c'est bien beau d'avoir des grands objectifs. Si vous n'avez personne pour en parler, ou pour l'expliquer, ou pour le montrer, ou pour le mettre en œuvre, eh ben ça ne marche pas bien et ça ne sert pas à grand chose. Alors c'est vrai que dans le monde de l'eau, on est très vite souvent enfermé dans notre vocabulaire, dans notre façon de penser, dans nos sujets qui sont très techniques avec un vocabulaire incompréhensible pour quelqu'un de normal. On a besoin de gens qui traduisent ça en langage de la vie de tous les jours et qui permettent de voir qu'un objectif sur les diatomées, qu'est-ce que ça veut dire en vrai, qu'est-ce que ça implique. Et c'est vrai que ce que veut le citoyen normal dans le domaine de l'eau, c'est pas forcément des diatomées qui vont bien, mais c'est pouvoir se balader dans les cours d'eau, pêcher, se baigner, boire de l'eau potable. Et après, le reste, il faut le traduire et l'expliquer. Donc ce rôle d'animation, vous jouez ce rôle-là beaucoup au niveau de la Fédé, au niveau des associations de pêche, j'aimerais que ce soit de plus en plus, mais on compte sur vous. Ensuite, il y a un point qui se développe, auquel on est très attaché, et en moins particulier par mon passé dans la vie professionnelle, c'est ces histoires de maîtrise d'ouvrage. Pareil, c'est bien d'alerter, c'est bien d'en parler, c'est bien d'animer ou de dire ce qu'il faut faire, mais des fois en faisant soi-même, on apprend beaucoup de choses. Et donc, on est très heureux, on cherche des maîtres d'ouvrage. La restauration de rivière, c'est quand même là aussi quelque chose de compliqué, qui coûte cher,
difficile à expliquer. C'est vrai qu'à court terme, c'est souvent plus facile de verser une poubelle de poisson plutôt que de retrouver le bon état tout de suite. À moyen terme, il n'y a vraiment aucune ambiguïté. Si toutes les conditions environnementales sont là, le poisson y revient. Et on a plein d'exemples qui montrent que quand vous arrivez à faire sauter un barrage, quand vous avez à requalifier une rivière, quand vous arrivez à protéger les berges d'un cours d'eau, vous travaillez sur la piscine, et bien en très peu de temps, vous retrouvez une vie piscicole très intéressante. Hein. Et donc ce rôle de maîtrise d'ouvrage, c'est vrai que ça force à scrutiner tout un tas de difficultés. On dit souvent à l'agence de l'eau que l'union est un combat. Quand on veut faire des choses pour l'environnement, c'est pas toujours facile, hein, les procédures administratives c'est toujours trop long. On veut faire des choses positives, on nous ennuie avec des études, des cas millénaires sur les inondations, sur les eaux humides, tout ça, mais ça fait partie du jeu. Il faut réussir à surmonter collectivement tout ça, parce que l'objectif au bout, il est noble, hein, et c'est notamment d'avoir du poisson. Parce que le poisson est un très bon indicateur de la qualité des cours d'eau, comme c'est le poisson en général, c'est ça. Bon, et puis ensuite, il y a le rôle quand même du comité de bassin. Je sais qu'aujourd'hui, la Fédération du Pas-de-Calais n'est pas représentée en tant que comité de bassin, mais les pêcheurs le sont, et leur rôle au sein de nos instances est important. Voilà, donc, pour dire ça en quelques mots, je suis très content d'être là. L'agence a besoin des pêcheurs, tout comme je pense que les pêcheurs ont intérêt à ce que l'agence fonctionne, parce que si on fonctionne bien, on luttera contre les pollutions, contre les pressions, et ce qui vous permettra de pêcher sereinement le long des cours d'eau. Voilà, je vous remercie. Merci, M. le directeur d'agence de l'eau, qui a beaucoup de conviction. Moi, je pratique un peu les différents directeurs d'agence de l'eau depuis un moment, quand même si je ne suis pas au comité de bassin. Et sincèrement, je veux dire, les actions d'une agence, ça repose aussi sur les personnalités des personnes et sur la force de conviction de ces personnalités. Et j'avoue franchement, depuis que je vous côtoie, monsieur le directeur, sincèrement, je ressens cette envie, cette pugnacité et surtout ce sens de l'intérêt général. Et pour ça, la collectivité piscicole et les pêcheurs vous en remercient. Et on va vous offrir une médaille d'or. Peut-être que ça sera atypique dans votre carrière, que je vous souhaite longue, et je pense qu'elle sera très longue et vraiment une très belle carrière. On connaît maintenant la personne et on perçoit totalement vos capacités. Ça sera peut-être une anecdote, mais j'espère qu'elle durera et que ça restera un moment de plaisir partagé. Voilà, on va vous mettre la médaille de